Bonsoir à tous. Je suis très heureux de vous accueillir ce soir pour un webinaire dédié à la gestion pilotée Lazare Frères Gestion dans nos contrats croissance à venir. Alors pour ce webinaire spécial, j'accueille ce soir Mathieu Regnault. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Responsable des relations partenaires, et Julien Pierre Nouan, chef économiste chez Lazare Frères Gestion. Alors Bonsoir à tous. Donc pour notre webinaire, on va revenir donc bien sûr sur l'offre de la gestion pilotée au sein de nos contrats. On va faire un point macro et marché. Ce soir, on a la grande chance d'avoir deux intervenants de grande qualité chez Lazare Frères Gestion, et on traitera donc bien évidemment vos questions en live. Donc on vous souhaite à tous un très très bon webinaire. N'hésitez pas à nous poser des questions au fur et à mesure où le webinaire avance. Alors, dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est de revenir rapidement sur Epargnissimo. Alors, Epargnissimo, aujourd'hui, c'est, pour tous ceux qui nous connaissent, c'est bien sûr des contrats d'épargne en ligne depuis plus de 10 ans, même depuis près de 15 ans. On a des produits qui sont adaptés aux épargnants les plus exigeants. On construit vraiment des contrats sur mesure, adaptés au marché, adaptés à nos clients. On a été donc créé en 2010. On a une communauté aujourd'hui de plus de 2500 clients qui nous suivent. On est une société totalement indépendante. Et on est la filiale d'un groupe de gestion privée, indépendant aussi, dans le sud-ouest de la France. Alors aujourd'hui, deux axes prioritaires pour nous. D'un côté, on a l'assurance vie, bien évidemment, un outil aujourd'hui incontournable pour les épargnants. C'est aujourd'hui le produit d'épargne préféré des Français. Et de l'autre côté, on a l'épargne retraite, qui est aujourd'hui un produit qui se développe de plus en plus au travers du plan d'épargne retraite. Alors, l'objectif, bien évidemment, d'Epargnissimo, c'est toujours de proposer une grande diversité des supports financiers, des frais parmi les plus bas du marché et plusieurs modes de gestion, dont la gestion pilotée, dont on va parler ce soir. Alors, comme je vous l'ai dit en introduction, on a Mathieu et Julien Pierre ce soir, n'hésitez pas donc à poser toutes vos questions. Et dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est de passer de suite la parole à Mathieu, qui va faire une présentation, bien évidemment, de Lazare Frères Gestion et revenir sur les spécificités de la maison. Et aujourd'hui, je te donne donc, avec grand plaisir, la parole pour que tu puisses présenter ta société et la société Lazare Frères Gestion. Merci beaucoup, Jean-Olivier, pour cette introduction. Et puis, merci de nous donner la parole ce soir. On est très heureux d'intervenir auprès des clients Epargnissimo, et puis très heureux de mettre en avant cette offre qu'on a construite il y a maintenant un peu plus d'1 an en exclusivité avec Epargnissimo, offre qu'on a bichonnée et dont on est très fiers. Alors tout d'abord, un petit mot sur Lazare Frères Gestion, pour ceux qui ne nous connaissent pas, et c'est normal car on reste une activité de niche. Le groupe Lazare comporte en réalité 2 sociétés de gestion de portefeuille, de portefeuille financier. La première, c'est Lazare Asset Management, qui est présente en haut de ce slide, qui gère 250 milliards de dollars, implantée dans plus d'une vingtaine de pays, dont le siège social est à New York. Et une deuxième société de gestion qu'on représente avec Julien Pierre, Lazare Frères Gestion, société de gestion française, qui est implantée à Paris, à Lyon, à Bordeaux, à Nantes, à Bruxelles et au Luxembourg. Et si vous vous connectez au site internet de Lazare Frères Gestion, vous allez voir une phrase qui peut paraître très marketing, mais qui est très vraie. C'est qu'on dit de nous qu'on est une société à taille humaine qui bénéficie de la puissance d'un groupe international. Et la réalité est là, c'est-à-dire que lorsqu'on se pose une question d'investissement sur une société, on peut tout à fait interroger la plateforme de recherche de cette grosse société Lazare Asset Management, mais les décisions ensuite, elles nous sont propres et elles sont fonction de notre scénario économique que va vous présenter dans un instant Julien Pierre Nouan, et évidemment des attentes de notre clientèle. Quand on regarde aujourd'hui la structure de la clientèle chez Lazare Frères Gestion, pour 2/3 de nos encours, on s'adresse à des clients institutionnels, donc des caisses de retraite, des instituts de prévoyance, des banques, des entreprises. Et pour 1/3, on s'adresse à une clientèle privée. Donc, on sait ce que c'est que le contact avec la clientèle privée et on connaît votre degré d'exigence. Voilà. Quand on regarde cette fois-ci sous le regard de nos actifs, sachez donc quand on gère des portefeuilles financiers, il y a une société de gestion qui gère des actions, d'accord ? Les actions, c'est un véhicule qui constitue le moteur de performance peut-être le plus important, auquel on peut associer le risque le plus fort, d'accord ? C'est la référence action dans notre marché, c'est le CAC 40 pour la France. Et puis, il y a aussi une gestion obligataire, qui est cet encart gestion taux et monétaire, qui est des obligations, c'est de la dette. Les obligations peuvent être émises par des États ou par des entreprises. Ça constitue un facteur de risque un peu plus faible que les actions. Et donc, dès lors qu'on a des actions et qu'on a des obligations, on peut gérer
des véhicules diversifiés sous la responsabilité de Julien-Pierre Nouhan, qui est responsable de cette gestion diversifiée. Ça correspond à peu près à 20% de nos encours. Et c'est dans ce cadre-là que s'inscrivent les 3 profils de gestion pilotée Épargnissimo. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez voir que les 3 profils ont des marges de manœuvre. Par exemple, le profil modéré Épargnissimo a des marges de manœuvre sur des actions qui peuvent être de 0 à 50%. Et donc, si l'équipe de Julien Pierre estime qu'on est dans un moment de croissance économique forte et qu'il faut bénéficier de cet élan, et ben on va être proche des 50% en actions. Et à l'inverse, si on estime qu'on est dans un moment de surchauffe ou de ralentissement, et ben on va minimiser le risque en portefeuille. Voilà. Donc nous, on a la chance chez Lazard de savoir gérer les actions, de savoir gérer les obligations. Et donc dès lors, ben, on peut être flexible et un petit peu tactique. Et ça va être l'objet de notre présentation d'aujourd'hui. Merci Mathieu. Alors, ce que je vous propose, c'est de rentrer donc directement sur les profils de gestion pilotée et leur performance. Comme vous l'avez bien compris, Lazard Frères Gestion a une capacité à pouvoir accompagner nos clients à la fois sur les actions et à la fois sur les obligations et le marché des taux. Et on va rentrer donc directement dans les profils et vous présenter donc les performances depuis le début de l'année et comment les profils sont constitués, sachant qu'il y a 3 niveaux de profil, le modéré, l'équilibré et le dynamique. Alors, Julien Pierre. Merci Jean-Olivier. Donc, il me reste presque plus rien à expliquer. Donc, effectivement, ces profils diffèrent par l'exposition aux actions. Hein. Lorsque vous êtes sur un profil modéré, le poids des actions va varier entre 0 et 50%. Lorsque on est sur un portefeuille équilibré, on va varier entre 15 et 65%. Et un portefeuille dynamique, là, on pourra aller jusqu'à 80% et descendre éventuellement à 30%. Et c'est vrai que sur la période récente, on a été plutôt en dessous des. Ce qui va faire un peu le cœur de la trajectoire, ça va être le milieu de ces espaces. Hein. Donc, le portefeuille modéré va se positionner par rapport aux 25% d'actions qui seraient le milieu. Et aujourd'hui, vous pouvez le voir, donc on est légèrement en dessous des bornes du milieu de ces intervalles d'exposition actions, avec quelques convictions assez fortes. Alors pourquoi déjà est-ce qu'on est légèrement en dessous? Parce que on va le voir, hein, beaucoup de questions qui se posent sur l'économie américaine en particulier. L'arrivée de M. Trump au pouvoir s'est accompagnée d'annonces, notamment sur les droits de douane, hein, qui quand même interrogent sur leur impact économique, alors impact qui peut être un peu retardé par rapport à ce qu'on pouvait penser, mais qui devrait quand même être bien là. Et nous, on préfère au sein des marchés les entreprises européennes. Vous le voyez que le poids des actions européennes est très supérieur au poids des actions américaines dans les portefeuilles. C'est un peu à revers de ce qu'on voit sur les marchés. Aujourd'hui, lorsque vous prenez un indice action mondial, plus des 2/3 de cet indice est représenté par les actions américaines. Nous, on a la conviction que le reste du monde a peut-être beaucoup plus d'intérêt parce que les actions américaines ont déjà beaucoup monté. On est arrivé sur des valorisations, on va le voir quand même très élevées. Et donc, on préfère se diversifier par rapport à ce marché américain en allant vers le reste du monde. On a une économie européenne, on va le voir, où pour nous, on a plutôt des bonnes nouvelles devant nous. Et au sein de ces économies européennes, on aime bien les actions les entreprises de petite taille, donc ce qu'on appelle dans le jargon financier les small caps, petite capitalisation, qui sont des entreprises qui ont été un peu délaissées par les investisseurs sur les années passées, qui ont beaucoup aimé les grandes capitalisations, les titres les plus grands. Et nous, on pense que ces entreprises, elles sont plus à même de bénéficier du contexte actuel parce que déjà, elles sont souvent plus sensibles au financement bancaire et on a une BCE qui a déjà bien baissé ses taux. On a peut-être moins d'exposition à ce contexte global un peu compliqué. Et donc, le dernier mouvement qu'on a fait sur les derniers jours sur cette gestion pilotée. Donc, je vous rappelle le principe de la gestion pilotée, c'est que nous, on réfléchit. Donc, avec mon équipe, parce que
évidemment, je ne suis pas tout seul pour gérer les portefeuilles. Avec mon équipe, on scrute l'actualité des marchés financiers, l'actualité de l'économie. Vous allez voir, on a un suivi assez détaillé de ce qui se passe dans l'économie. Et en fonction, on va définir ce qui nous semble être le portefeuille le plus adapté à chaque contexte de marché. Et donc, typiquement, sur la période récente, on a pris acte de la performance passée très, très forte des grandes capitalisations américaines et on a arbitré une partie de ces expositions en grandes entreprises américaines vers des petites entreprises européennes dont on pense qu'elles vont offrir de bonnes performances sur la période à venir. Au niveau de la poche Ce qui est très obligataire, on aime… intéressant, Julien Pierre, c'est pour que nos clients comprennent, c'est qu'en fait, Ouais. aujourd'hui, on a une photographie à l'instant T, aujourd'hui des expositions donc nettes, c'est-à-dire concrètement sur quoi on est investi. Oui. Par contre, ces expositions, elles peuvent varier dans la borne qu'on a vue juste derrière. Exactement. Dans la borne, modéré, ça va de 0 à 50, équilibré, ça va de 15 à 65. Je parle de la poche action. Et la partie dynamique va de 30 à 80. Donc, par exemple, dynamique 30 à 80, la borne haute est à 80. Aujourd'hui, la borne dynamique est à 43,20 si on se parle aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est à la moitié du risque qu'on aurait pu prendre en réalité sur la borne haute. Et ça, c'est piloté par l'équipe de Julien Pierre. On va dire en fonction bien évidemment de la prise de risque qu'ils veulent prendre et en fonction bien sûr de la lecture macro et des marchés avec les arbitrages qu'on vient d'avoir sur rotation entre grandes valeurs américaines vers les petites valeurs européennes. On est OK là-dessus? Voilà. Sachant que cette exposition à action, donc il y a les 43,2% d'actions, on va dire, cotées globales, mais en plus, dans ces profils, vous pouvez voir une ligne PE plus PEA PME. Alors, ça fait beaucoup de P et de E sur une ligne. Je vais expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Donc, le PE, c'est ce qu'on appelle du private equity. Donc, ce sont des investissements dans des sociétés non cotées. Et le PEA-PME, c'est un dispositif, c'est un ensemble une exposition à des valeurs également qui sont plutôt des entreprises de petite taille, plutôt européennes. Donc l'idée de ce profil, c'est aussi de financer l'activité, l'économie réelle en France. Et donc notre exposition globale aux actions, pour le portefeuille dynamique, c'est l'addition donc de ce 43,2% et de 8%. Donc, on a un peu plus de la moitié du portefeuille qui est investi en actions. On a par ailleurs, donc vous voyez, le reste, c'est vrai que c'est des classes d'actifs que les gens connaissent parfois un peu moins. Donc, on a du monétaire. Donc là, l'idée, c'est d'avoir des volants d'actifs sécurisés dans le portefeuille qui nous rapportent des taux qui sont les taux définis par la BCE. Et on va dynamiser ça en allant chercher aussi des obligations avec donc des obligations, je vous le rappelle, ce sont des titres de dette qui sont émis par les entreprises ou par les États. Nous, on préfère les titres de dette émis par les entreprises parce qu'ils offrent une rémunération supérieure et ils constituent là aussi des actifs très intéressants à mettre dans les portefeuilles. Alors, ce que je propose, c'est de rentrer dans le vif du sujet. Dans le Oui. vif du sujet, je dirais du marché, de la macro, qu'on comprenne en fait comment on a déployé l'impact de votre analyse au travers des portefeuilles qu'on vient de voir au 25 septembre. Voilà, donc vous l'avez compris, une de nos convictions, c'est quand même une certaine prudence sur les actifs américains. Pourquoi? Parce que vous allez me dire, bon, les droits de douane de Donald Trump, c'est de l'histoire passée. Alors, c'est effectivement un peu de l'histoire passée. On le voit sur ce graphique, un indice calculé par l'Institut Bloomberg sur l'incertitude sur le commerce extérieur. Donc, concrètement, ils prennent toutes les occurrences de termes référents à l'incertitude liée à la question commerciale. Vous voyez qu'on a atteint des sommets au printemps. Vous vous souvenez peut-être de ce fameux Liberation Day, comme l'a appelé Donald Trump, où il a annoncé des droits de douane tous azimuts contre un certain nombre de pays. L'incertitude a diminué. Ça commence à se voir
au niveau de certaines enquêtes de confiance, hein, on a eu un rebond des enquêtes, mais qui reste quand même à des niveaux modérés. Et surtout, le deuxième point sensible sur cette économie américaine, c'est que les derniers chiffres montrent un net ralentissement des créations d'emplois. Sur ce graphique, vous avez les créations d'emplois en milliers, en moyenne sur 3 mois, et vous voyez que sur la période récente, hein, les États-Unis créaient autour de 150 000, 200 000 emplois jusqu'à cet été, donc 150 à 200 000 emplois par mois. Et par contre, vous voyez à la fin de ce graphique, à droite, un net décrochage, hein. Là, on se rapproche des zéros, ça veut dire qu'il n'y a quasiment plus de création d'emplois aux États-Unis. Alors pourquoi ? C'est d'abord peut-être parce que l'activité économique est en train de ralentir, mais ça peut être aussi parce que l'administration Trump, vous l'avez sans doute vu, a mis en place une politique assez restrictive et très ferme de lutte contre l'immigration. Et donc, il y a des gens qui étaient sans papier, qui étaient embauchés et qui quittent leur emploi et donc retournent dans leur pays. Et ça entraîne donc des destructions d'emplois, hein, qui compensent des créations d'emplois dans d'autres secteurs. Donc ça, c'est néanmoins, ça reste quand même un signal qui amène à une certaine prudence, notamment la Banque centrale. La Banque centrale américaine a un double objectif. Elle a un objectif d'inflation, hein, comme la BCE, mais elle a aussi un objectif de croissance, qui est matérialisé plutôt dans des éléments, par un discours sur l'emploi. Elle essaie de maintenir un niveau d'emploi relativement dynamique. Et donc, ce ralentissement des créations d'emplois l'a amené à baisser ses taux il y a 2 semaines pour prendre en compte ce risque. Et ce qui est assez incroyable, juste, Julien Pierre, pour revenir sur l'explication que vous avez donnée, aujourd'hui, on peut se dire que l'augmentation des droits de douane, c'est donc d'un côté la prise en compte potentielle pour les entreprises d'un ralentissement futur sur leurs profits. Donc ils se disent comment aujourd'hui je peux augmenter mes profits, c'est en embauchant moins. Et que, ou deuxième solution, ça peut se réimpacter sur l'inflation. Donc, en fait, quoi qu'il arrive, les droits de douane, il y a un vrai sujet, c'est que l'impact n'est pas forcément positif, quoi qu'il arrive, même si ça rentre dans les caisses. Et pour faire un lien également sur la partie travail, vous avez parlé aujourd'hui des travailleurs immigrés qui travaillaient, entre autres, pour les 7 Magnifiques. Je crois qu'il y a un événement qui est passé un peu au travers, ou en tous les cas, tout le monde n'est pas au courant, mais sur les visas de travail. Et le coût du visa de travail qui a été multiplié par 10 par Donald Trump sur un week-end. Et ça concerne principalement les 7 Magnifiques, Amazon, Google, Meta, Apple. Et donc, forcément, ça a forcément derrière il y a un effet corrélatif qui va peut-être amener une dégradation des résultats des entreprises et donc anticiper le futur sur les US. Voilà, tout à fait. Et donc là, on parlait effectivement de l'impact sur l'inflation. Sur le graphique présenté à l'écran maintenant, vous avez une courbe bleue qui est l'évolution de l'inflation aux États-Unis. Et une courbe noire qui est un indicateur que nous avons construit à partir de toutes les enquêtes auprès des entreprises sur leur politique de prix. Et cette enquête, elle nous dit que les entreprises vont potentiellement augmenter leurs prix dans des proportions assez importantes. Il y a des simulations qui sont faites sur l'impact de ces droits de douane sur le niveau des prix, et c'est potentiellement 1,5 point d'inflation en plus sur les prochains mois. Pour la reconstitution des marges, on est d'accord. Voilà. Les clients comprennent. Donc, cette augmentation des prix, elle va sans doute un peu peser sur la consommation, hein. Si votre revenu ne suit pas, vous consommez peut-être un peu moins à cause des prix. Est-ce que ça veut dire que l'économie américaine est en train va s'effondrer? Eh bien, en fait, ce qu'on va voir, c'est qu'il y a quand même d'autres secteurs de cette économie américaine qui se portent mieux. C'est notamment l'investissement dans tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle et les data centers. Sur ce graphique, on a décomposé ce qu'on appelle l'investissement non résidentiel. Donc ça, c'est vraiment pour l'essentiel l'investissement des entreprises. Et vous voyez, les courbes noires et les courbes bleues, c'est les achats la construction de structures, donc de bureaux, d'usines,
la courbe bleue, c'est l'équipement hors informatique, donc pensez machine. Et ce que vous voyez, c'est que sur cette partie, on est à peu près au même niveau qu'il y a 5 ans, voire 6 ans, hein, puisque on commence sur le dernier trimestre 2019, ce graphique. Et donc, ça a été très peu dynamique. Par contre, si vous regardez les courbes grises, vous avez l'investissement en équipement informatique, donc pensez ordinateur, carte graphique enfin équipement informatique pour les data centers. L'autre courbe, c'est la propriété intellectuelle, et là vous pensez logiciel, et vous voyez qu'on est presque 45% au-dessus des niveaux auxquels on était au moment du Covid. Donc quelque chose qui est extrêmement dynamique et qui constitue une réelle zone de résistance de l'économie américaine. Certains économistes disent que si on n'avait pas eu ça, la croissance sur le premier semestre des États-Unis, elle aurait été nulle. Et pour l'instant, on a plutôt des perspectives encore d'augmentation de ces investissements de la part des Magnificent Seven, donc de ces grandes entreprises. Très intéressant de voir l'impact de l'intelligence artificielle sur Mm, mm. l'économie américaine qui finalement offre de la résilience. Voilà. Donc, pour résumer sur les États-Unis, on voit quand même des nuages dont on aimerait bien qu'ils s'éclaircissent hein, au niveau de ces droits de douane et de leurs conséquences sur l'économie, mais quand même, par ailleurs, des zones de force dans cette économie. Donc, pour nous, le scénario le plus probable aux États-Unis, c'est un ralentissement quand même de la croissance, hein, parce que ça va peser, mais on ne voit pas encore nécessairement de retournement de l'activité. Alors passons maintenant à l'Europe, où en Europe, malgré tout l'Europe bashing qu'on peut attendre, en fait, on s'en sort pas si mal que ça. Sur ce graphique, vous avez la croissance en bleu de la zone euro. Alors, on a enlevé l'Irlande. Vous allez me dire, mais qu'ont fait ces sympathiques Irlandais pour être exclus sur ce graphique? En fait, c'est parce que l'Irlande, vous le savez peut-être, est le réceptacle d'une très très grande partie de la propriété intellectuelle dans le monde. Tous les géants de l'industrie américaine y logent leurs brevets, leurs droits à l'image, leurs droits de marque. Et ça, ce sont des transactions qui sont enregistrées dans la comptabilité nationale et donc dans le PIB, sans que ça soit vraiment de l'activité économique. Donc nous, voilà, toujours dans cette idée d'avoir un travail d'analyse en profondeur, on a repris toutes les données de la zone euro et on les corrige de ces données irlandaises pour avoir une meilleure image de la conjoncture. Et ce qu'on voit, c'est qu'après avoir touché un point bas fin 2023, début 2024, la croissance s'est plutôt redressée sur les derniers mois. Et ce, malgré, vous le voyez, une courbe noire qui regarde la contribution du commerce qui est passée en territoire négatif. Contribution du commerce extérieur qui a nettement baissé et qui est maintenant très négative. Donc quelque part, le commerce extérieur a déjà pesé hein, sur l'activité en Europe. Donc nous, on pense qu'on va avoir du mieux en termes de croissance. Voilà, on est autour de 1%. Qu'est-ce qui va faire qu'on va avoir un peu de mieux? C'est notamment le fait qu'on va avoir une relance de l'investissement public. Alors, l'investissement public, c'est une partie de la dépense publique, hein, parfois, mais parfois, il y a des parties de la dépense publique qui sont aussi vertueuses d'un point de vue économique, et c'est notamment le cas de l'investissement public, parce que vous créez des infrastructures, des capacités de production, c'est quelque chose de très bénéfique, et en plus, qui a un très bon effet multiplicateur en termes de croissance. Et on voit deux moteurs à ce rebond de l'investissement public dans la zone en Europe. Le premier, c'est que le plan européen qui avait été mis en place après le Covid doit encore être utilisé dans une proportion assez importante. Sur ce graphique, vous voyez le cumul, la progression des financements qui ont été apportés par l'Union européenne aux différents pays européens. Et vous voyez que d'ici fin 2026, on a encore une partie importante de financements qui doivent être distribués aux pays pour qu'ils lancent des mesures d'investissement. Et donc, ça veut dire qu'un peu partout en Europe, l'investissement va être mieux orienté.
Et par ailleurs, on a les annonces allemandes. Alors, tous les pays ne peuvent pas faire de la relance budgétaire, on le sait malheureusement bien en France, mais en Allemagne, après des années de rigueur budgétaire, le pays peut utiliser cette arme pour soutenir sa croissance et il le fait en relançant ses dépenses d'investissement public et il le fait, et ce, dès 2025. Donc ça va être, on va pas voir toute cette augmentation. Vous voyez qu'on passe de à peu près 75 milliards d'euros d'investissement public à plus de 115 milliards, donc plus de 40 milliards d'augmentation en un an, c'est énorme. Et donc ça va impacter l'activité dans les prochains trimestres. Donc c'est une très bonne nouvelle pour l'économie allemande et pour l'économie européenne. Alors ça, c'est très intéressant. Nos clients nous demandent souvent ce que c'est le spread à 10 ans. Et ce que c'est l'écart en fait, de taux entre l'Allemagne et le reste des pays. Et pourquoi finalement l'Allemagne reste le référent européen, ce qu'on appelle le Bund allemand. Et c'est intéressant de revoir un peu le positionnement par rapport à l'ensemble des pays et voir que finalement aujourd'hui, il y a un certain nombre de pays qu'on pensait être en queue de peloton et qui reviennent vraiment sur le devant de la scène. Et à contrario, ceux qui étaient plutôt on va dire dans le trio de tête et qui se retrouvent un petit peu plus déclassés. Voilà, tout à fait. Donc, comme vous l'avez dit et comme tu l'as dit, hein, ce spread, c'est concrètement quel est l'écart entre le coût de financement de l'Allemagne. Aujourd'hui, l'Allemagne emprunte à 10 ans à 2,7% et le coût de financement de la France. Et aujourd'hui, la France emprunte autour de 3,50% lorsqu'elle demande aux investisseurs de lui prêter de l'argent à 10 ans. Alors, pourquoi cet écart ? Eh bien parce que les finances publiques de la France sont quand même en moins bon état que celles de l'Allemagne, que ce soit par le déficit ou le niveau de la dette. Sur ce graphique, on a positionné tous les pays de la zone euro. Et on voit qu'il y en a certains qui sont proches de la note de l'Allemagne. Hein. Les Pays-Bas empruntent avec seulement 15 points de base, donc 0,15% de taux d'intérêt en plus par rapport à l'Allemagne. Et donc la France aujourd'hui, c'est effectivement 0,8%, donc 80 points de base, comme on dit un peu nous dans notre langage de financier. Ce qui est intéressant, c'est effectivement de comparer la France par rapport aux autres pays. On a quelques ministres des Finances qui ont souvent dit, mais regardez, le spread de la France, il est quand même très limité par rapport à l'Allemagne. C'est malheureusement plus le cas. Et ce qu'on voit, c'est qu'on est aujourd'hui au niveau de pays qui ont des notations par les agences de notation qui sont quand même plus dégradées. Sur ce graphique, plus vous allez vers la droite de la courbe, moins bonne est la note du pays. Et donc, vous voyez qu'aujourd'hui, la France est au même niveau de spread, donc de marge de crédit contre l'Allemagne, que la Slovaquie, la Lituanie ou l'Italie, qui sont des pays qui ont des notations moins favorables. Donc, quelque part, ça nous dit que les marchés ont déjà anticipé la dégradation des finances publiques de la France. Et de la même manière, si vous regardez l'Espagne, vous voyez qu'on est à 60 points de base, donc bien en dessous de la France, qui a une meilleure note que l'Espagne. Et ça nous dit que les marchés, eux, ont intégré l'amélioration qu'on voit en Espagne. D'ailleurs, il y a eu une pointe du spread entre l'Allemagne et la France au lendemain de la dissolution, qui n'a jamais réussi à se résorber depuis 1 an et demi. Et qui même exactement. Hein. C'est cette dissolution, elle a créé un risque politique en France qui est encore présent. Si on regarde par exemple l'activité économique, si on regarde des mesures comme le taux d'épargne des ménages, en France, dans la zone euro dans son ensemble, le taux d'épargne s'est stabilisé. En France, il a continué de progresser parce que les gens ressentent cette incertitude. On part sur la Chine. La Chine, voilà, voyageons un petit peu dans le monde avec voilà. En Chine, une activité qui ralentit, notamment au niveau de l'investissement. La Chine, depuis quelques années, est dans une crise immobilière assez profonde, donc on a un fort ralentissement de l'investissement immobilier, mais qui ne se voyait pas trop au niveau global parce que c'était compensé par l'investissement manufacturier. Donc, pensez construction d'usines, achat de machines,
qui permettait de compenser ce ralentissement au niveau de l'économie chinoise dans son ensemble. Là, sur les derniers mois, vous voyez que l'investissement a nettement ralenti parce que le gouvernement s'attaque à un gros sujet pour l'économie chinoise qui est celui des surcapacités industrielles. Pour vous donner un exemple, la Chine aujourd'hui est capable de produire 150% de la demande mondiale en panneaux solaires. C'est colossal. Et ça crée donc des capacités très importantes. Quand vous êtes un producteur, vous voulez vendre vos produits. Et en fait, ça entraîne dans un certain nombre de secteurs d'activité comme celui-ci, une guerre des prix entre les acteurs. Et cette guerre des prix, elle n'est pas bonne pour la santé financière des entreprises. Si on prend la chaîne de valeur des panneaux solaires, eh bien, en fait, on passe sur ça se transforme en 40 milliards de dollars de pertes pour ces entreprises, donc c'est tout à fait important. Donc, en Chine, il y a quand même des enjeux. Il y a des enjeux internes, on en a parlé, il y a des enjeux externes avec quand même le ralentissement des exportations vers les États-Unis. Donc, on est quand même plutôt sur un scénario de ralentissement pour cette économie chinoise. Donc, si on doit résumer que nos auditeurs ou spectateurs doivent retenir quelques messages, aux États-Unis, quand même plutôt un scénario orienté au ralentissement, avec l'impact des droits de douane qui va continuer à peser. Des vraies questions sur l'impact de l'administration Trump sur l'économie américaine, avec notamment la question de l'indépendance de la Banque centrale. On n'a pas trop parlé, mais c'est un sujet très important. En Europe, plutôt des bonnes nouvelles pour nous, qui nous attendent pour l'année prochaine, et une activité en Chine qui reste un petit peu compliquée par ces défis de long terme. On va passer maintenant à quelques éléments sur les marchés financiers. Donc on l'a dit, aujourd'hui, l'Allemagne emprunte à 2,7%, la France à 3,5%. Est-ce qu'on risque d'avoir une forte augmentation encore des taux d'intérêt au sein de la zone euro? Nous, on est prudent sur ce sujet parce que lorsqu'on regarde le niveau actuel des taux d'intérêt, il nous semble assez aligné avec les fondamentaux de long terme de cette économie européenne. Sur ce graphique, vous voyez en noir, vous avez le taux moyen des pays de la zone euro, donc c'est la moyenne des bons et des mauvais élèves, la moyenne de la classe. Et en bleu, vous avez la somme des prévisions de croissance et d'inflation à long terme. Donc ça nous dit en moyenne à quel rythme l'activité va évoluer dans la zone euro. Et aujourd'hui, on est effectivement au même niveau. Et vous voyez que c'était déjà le cas avant 2014-2015. Qu'est-ce qui s'est passé en 2014-2015? Vous allez me demander. Eh bien, la Banque centrale a lancé ses opérations de quantitative easing, d'achat de titres. Vous vous souvenez peut-être que pour lutter contre la déflation, la BCE avait commencé à acheter des obligations des différents États. Donc, ça fait baisser les taux d'intérêt, vous voyez, sur des niveaux très en dessous des fondamentaux économiques. Alors, si je peux me permettre, Julien-Pierre, juste pour que nos clients comprennent, donc deux choses. L'axe obligataire, c'est en fait un axe sur lequel les États empruntent de l'argent au marché. Ça permet d'avoir finalement, aujourd'hui les États sont tous, une partie des États en tous les cas sont déficitaires et ont besoin de se retrouver, d'aller financer de la dette. C'est ça ce qu'on entend en fait régulièrement dans les journaux télévisés. C'est la fameuse dette qu'on va financer aujourd'hui grâce au marché et ça s'appelle donc une obligation. La deuxième chose importante, c'est ce que Julien-Pierre dit, c'est qu'aujourd'hui très clairement, eh bien en fait on a une corrélation quasi parfaite entre le niveau de croissance aujourd'hui des pays et ce que les pays donc délivrent comme croissance et les taux d'emprunt auxquels aujourd'hui ils empruntent sur le marché. Et très clairement aujourd'hui, les pays ne pourraient pas supporter finalement d'emprunter plus cher parce que leur croissance ne pourrait pas absorber une hausse des taux d'intérêt. On est d'accord par rapport à ça, Pierre, pour que j'essaye de bien comprendre. Le marché obligataire, c'est finalement un marché qui est moins connu de la part de nos clients. Et pourtant, c'est aujourd'hui ce qui finance la majorité, bien évidemment, de nos économies. Et on retrouve, bien évidemment, beaucoup d'obligations au travers des portefeuilles prudents ou équilibrés, puisque c'est la poche, on va dire, sur laquelle on a une résilience et une régularité de rendement, puisqu'il y a un coupon qui est distribué. Voilà, exactement. Donc, le marché des devises.
Ah, les devises, ça c'est aussi c'est un marché intéressant, hein, très important, et notamment la question du dollar. Donc sur ce graphique, vous retrouvez, une mesure qu'on appelle le taux de change effectif réel. Taux de change effectif réel, en fait, c'est la moyenne des taux. Voilà, ça fait un peu peur comme terme, mais il faut se dire que c'est juste la moyenne des taux d'intérêt des États-Unis, enfin des taux de change des États-Unis avec leurs principaux partenaires commerciaux, qu'on corrige de l'inflation. Du fait que voilà, il y a des économies où il y a plus ou moins d'inflation, et donc pour mesurer bien si une devise est chère ou non, bah, il faut corriger de ce différentiel d'inflation. Et donc c'est ce que fait cette mesure pour la monnaie américaine. Et on voit en fait que le dollar, depuis une cinquantaine d'années, alterne des phases de dépréciation et d'appréciation. Et aujourd'hui, on est un peu au terme d'une phase d'appréciation assez notable. Vous voyez qu'on avait commencé en 2014, on a touché un niveau déjà très élevé début 22 et sur l'année dernière. Et là, on a commencé à baisser. Hein, contre l'euro, la baisse a été assez marquée. Ce que vous montre la courbe noire, c'est le besoin de financement vis-à-vis du reste du monde de la part de l'économie américaine. Et ce qu'on voit, c'est que ce besoin de financement, en fait, ce déficit courant a augmenté. Et donc, ça, généralement, ça génère à plus ou moins long terme une dépréciation de la devise américaine. Donc, on pense que le dollar, voilà, ça fait partie aussi des raisons de notre prudence sur les États-Unis, c'est que le dollar va peut-être continuer à baisser. Très intéressant. Et un dernier point, voilà, là encore une fois, pour illustrer notre prudence sur l'économie américaine, sur les marchés américains. Sur ce graphique, vous avez un ratio qu'on appelle le Price Earning to Growth, le PEG. Alors ça fait, faut pas que les auditeurs aient peur. En fait, c'est juste que vous regardez en gros combien vous payez en termes d'années de résultats pour chaque pourcent de croissance. Donc c'est le prix quand vous achetez des actions. Une bonne partie de l'appréciation de vos actions dans la durée, ça va être le fait que les entreprises ont de la croissance des résultats. Et cette croissance des résultats, elle est payée par les investisseurs quelque part à l'aide de ce ratio. Et ce que montre ce graphique, c'est que vous voyez que donc la courbe bleu clair, ce sont les États-Unis, la courbe bleu foncé, c'est le reste du monde. Et ce que vous voyez, c'est que pendant 20 ans, presque 20 ans, les investisseurs payaient la croissance des résultats américains le même prix que la croissance des résultats dans le reste du monde. Et qu'aujourd'hui, en fait, cette croissance des résultats américains, elle les coûte beaucoup plus cher. Donc voilà, ça fait partie là aussi des raisons pour lesquelles nous, on est prudent sur ces actions américaines aujourd'hui. D'autant que ce qui a beaucoup tiré cette croissance des résultats américains, ça a été ces fameuses Magnificent Seven dont on parlait tout à l'heure, et que, vous voyez, après des années où en 23 on était à presque 50% de croissance, 2024 presque 60% de croissance des résultats. Aujourd'hui, on est sur des choses qui reviennent dans une espèce de norme. On a toujours une croissance des résultats assez importante. Et donc, le marché pourrait se dire, d'accord, c'est des très belles sociétés, elles vont me fournir 15% de croissance des résultats, mais 15% de croissance des résultats, ce n'est pas 60%. Est-ce que je suis prêt à payer aussi cher pour avoir ce niveau de croissance? Donc là aussi, pour nous, zone de vigilance sur les marchés. Et si on corrige en fait, si on enlève ces Magnificent Seven, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, l'évolution des résultats des entreprises européennes, elle n'a pas à rougir face aux États-Unis. Hein. C'est ce que montre le graphique de droite. Ça, c'est très intéressant, Julien Pierre, puisqu'en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, concrètement, les marchés américains, si je fais simple et droit au but, ont connu une croissance importante juste grâce aux 7 entreprises qu'on connaît tous et dont on parle en permanence, avec des valorisations aujourd'hui stratosphériques, mais qu'en fait, quand on regarde les autres entreprises, puisqu'on parle des 493 autres entreprises, eh bien, en fait, on a finalement une croissance des résultats qui n'est pas plus exceptionnelle qu'en Europe. A contrario, la cherté de ces entreprises qui ont été tirées par les 7 magnifiques fait qu'on les paye plus cher. Voilà. Et ce qu'on paye plus cher, c'est ce qu'on appelle le PE. C'est ça, on est d'accord? Oui, tout à fait. Et en fait, on a un PE qui est élevé aujourd'hui aux US. Et cet indicateur permet de savoir si finalement on paye ou pas cher les entreprises américaines. Et il pourrait y avoir donc des corrections dans le futur, ou en tous les cas, ça peut arriver.
si demain, il y a une des 7 magnifiques qui finalement trébuche un peu dans le tapis? Voilà, aujourd'hui, on se pose quand même des questions, hein. Ces entreprises, elles, investissent des montants, colossaux dans, les data centers, la capacité de calcul. Qu'est-ce qui se passe si à un moment, l'une d'elles dit: «Bah, finalement, je vais peut-être un peu moins investir», bah, ça, voilà, il y a quand même des questions sur ces valeurs. C'est pourquoi on est quand même plus prudent, hein, sur ces actions américaines. On préfère l'Europe, le Japon. Au Japon, j'en ai pas trop parlé, mais il se passe des histoires très, très intéressantes au niveau des entreprises. Pendant des années, le Japon était en déflation, donc imaginez, vous avez une entreprise, dans une économie où les prix ont tendance à baisser, c'est hyper compliqué de faire croître ses profits. Aujourd'hui, le Japon est revenu dans une sorte de normalité, donc ça régénère de la croissance des résultats. En plus, les entreprises sont plus disciplinées en termes de rémunération des actionnaires. Donc, on trouve voilà, que c'est un marché où il y a des choses assez sympathiques pour les investisseurs à trouver. Et sur les marchés obligataires, on continue de bien aimer les obligations d'entreprise qui offrent un supplément de rendement attractif. Ben, merci Julien Pierre pour cette présentation sur le marché. Ça nous a permis de comprendre aujourd'hui les convictions de Lazard Frères Gestion et concrètement voilà, Le positionnement. ouais, le positionnement et la Mm, mm. vision globale mondiale sur les zones essentielles. Et maintenant, donc les perspectives, comment on les anticipe et les conclusions. On a quasiment tenu le timing, donc c'est exceptionnel. On peut passer quelques minutes sur cette conclusion. Voilà, donc vous l'avez compris, hein, grande prudence sur les marchés américains. On se dit que il y a quand même des risques compte tenu du niveau de valorisation, compte tenu de ce qu'on voit aussi dans l'économie américaine. On aime bien les actions européennes, japonaises, les petites capitalisations, hein, je l'ai dit, c'est des valeurs qui ont été un peu délaissées par les investisseurs pendant des années, mais qui pour nous ont un intérêt assez fort. Au niveau de cette poche obligataire, du crédit et en devise, un peu de prudence sur le dollar et on aime bien le yen. Et donc voilà, ça c'est le positionnement aujourd'hui. On l'a dit, hein, il y a quand même beaucoup de sujets dans cette économie mondiale. Et donc, en fonction de ce qu'on verra, on ajustera, hein, c'est les allocations de ces portefeuilles. C'est d'ailleurs tout l'intérêt, hein, de cette offre de gestion pilotée. C'est que nous, on passe nos journées à suivre l'économie, les marchés, à tout analyser. Et donc, on essaie de positionner au mieux les portefeuilles de nos clients. Alors, Julien Pierre, j'ai une première question qui est posée par Edouard. Donc, l'Europe est à privilégier. Donc, ça, ils ont bien compris le sens des graphiques, le sens de l'explication. Quel secteur vous privilégiez aujourd'hui au travers de votre investissement en Europe? Les banques, la santé, l'armement ou d'autres secteurs, l'automobile, j'en peux en citer, la tech? Ouais. Alors nous, on aime bien aujourd'hui effectivement le secteur de la santé qui a été un peu attaqué sur la période récente à cause de la politique de l'administration Trump. Pour autant, ça reste un secteur de croissance avec le vieillissement de la population, le développement des nouveaux médicaments, voilà, une croissance régulière des résultats qu'on trouve attractive. Donc nous, voilà, le secteur de la santé, c'est un secteur que nos équipes de gestion action apprécient. Les banques également. Alors les banques, c'est clairement une performance exceptionnelle depuis le début de l'année. Beaucoup d'investisseurs peuvent se poser la question, voilà, est-ce qu'il y a encore de la performance à attendre de ce secteur bancaire? Eh bien, nos analystes pensent que oui, parce que le contexte de taux d'intérêt plus élevé est quand même plus porteur pour les banques. Alors, vous avez parlé de l'armement, c'est vrai que c'est un secteur. Alors, déjà, il faut bien avoir en tête que c'est un secteur tout petit dans la cote. Donc, un secteur petit qui est assez concentré et qui a été très, très apprécié des investisseurs et en tout cas très acheté, hein, sur la période récente. Donc,
peut-être attendre un peu avant d'y revenir, mais c'est vrai que les perspectives sur les prochaines années pour ce secteur sont assez intéressantes, avec toute la thématique de la souveraineté en Europe qui s'impose de plus en plus dans nos vies. Merci pour cette réponse, Julien Pierre. Alors, on arrive au bout de ce webinaire. On a été excellent dans le timing, excellent dans la présentation, j'espère. En tous les cas, tout le monde nous a fait des retours là en live très positifs. On se tient à votre disposition, bien évidemment, au niveau de l'équipe pour vous répondre. Voilà, on n'a que des pouces qui se lèvent. Donc, c'est magnifique. N'hésitez pas à nous mettre des pouces. Ça nous encourage toujours à poursuivre ces webinaires. Donc, on se tient à votre disposition. Bien évidemment, ce webinaire, vous allez le retrouver sur notre Eparnissimo TV. On aura aussi des publications sur tous les réseaux sociaux, Facebook, X ou LinkedIn. On se tient à votre disposition, on échange et on vous retrouve bientôt pour un prochain webinaire. Merci Mathieu, merci Julien Pierre. Avec plaisir. Avec plaisir. Et on se retrouve bientôt pour un autre webinaire. On fera un point, bien sûr, en 2026 pour commenter une fois de plus ces mandats chez Lazard Frères Gestion. On vous remercie à tous. On vous dit à très vite, à bientôt et merci pour votre écoute. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.